Nous sommes en plateau donc avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors on va revenir ensemble sur l'actualité économique mais aussi parfois géopolitique de ces dernières semaines voire derniers mois et avec évidemment votre analyse sur l'impact des marchés financiers. On commence par un feuilleton qui n'en finit plus, c'est cette guerre commerciale entre Chine et États-Unis. Enfin d'ailleurs au départ un sentiment d'agression de la part d'un certain nombre de pays suite à une décision des États-Unis. Oui, absolument. Donc on est toujours dans ce feuilleton rocambolesque. On est, nous, Européens, exemptés jusqu'au 1er juin. Donc on va voir quelle va être la décision des États-Unis. Alors on avait été cité au départ et puis rapidement on avait fait marche arrière, c'est ça, puisqu'on on s'était manifesté. Exactement. Et puis tout d'un coup, ça se transforme en guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Bon, nous, notre analyse, c'est que c'est surtout une préparation pour le président américain des élections de mi-mandat. Il s'adresse véritablement à son électorat. On voit d'ailleurs que les mesures de rétorsion des Européens envisagées touchent finalement des choses qui sont très peu consommées en Europe, mais par contre qui sont produites dans des États à majorité républicaine, en tout cas fortement pour Donald Trump. Donc on va voir, nous ça nous semble un épiphénomène et véritablement quelque chose qui est de l'ordre de la politique intérieure américaine. Ensuite entre les Chinois et les États-Unis, c'est un jeu de poker menteur puisque les Chinois financent l'économie américaine, en tout cas l'État américain, à travers l'achat de T-bonds massifs. Donc je pense que pas grand chose à dire là-dessus. En tout cas ça ne peut pas être un véritable risque. Ça crée beaucoup de volatilité et puis on voit finalement que les marchés sont revenus à la raison. Parce qu'il y a quand même eu une escalade régulière, alors c'était plus des effets d'annonce que des décisions réelles. On en a encore eu hier où effectivement Donald Trump disait alors on va négocier, puis finalement l'ambassadeur américain disait oui mais on n'est quand même vraiment pas d'accord. Donc finalement on reste dans l'effet d'annonce et on ne s'attend pas forcément à ce que ça joue réellement sur des décisions concrètes. Non, mais en fait les sommes en jeu sont finalement assez faibles au regard, voire même négligeables au regard du commerce mondial. Donc là on s'adresse vraiment à son électorat et puis on prépare les élections de mi-mandat. Nous, ça ne nous semble vraiment pas être d'avoir un très gros impact. D'ailleurs, on a vu les réactions des marchés, même si ça a commencé par trembler, ça a créé de la volatilité, et puis finalement les indices, à l'heure où on se parle, sont au plus haut. Donc on peut difficilement penser que ça risque de remettre en cause le phénomène de croissance synchronisée mondiale. Alors on a parlé de Facebook il y a quelques instants. Effectivement, les technologies qui ont été source d'interrogations sur les dernières semaines. Il y a eu Facebook donc avec le scandale Cambridge Analytica, donc la fuite de données d'un certain nombre d'utilisateurs. Il y a eu un autre scandale avec une voiture autonome Tesla où mise en pilote automatique, il y a eu un accident mortel. Et ensuite, alors là c'est pas un scandale, mais des charges répétées de Donald Trump à l'égard de Jeff Bezos et d'Amazon, notamment sur sa situation fiscale ou sur certains passe-droits qu'il pouvait avoir vis-à-vis des postes. Ça, on en est où aujourd'hui, surtout quels impacts ça peut avoir sur les marchés, au-delà de ce que ça a pu avoir avant? Il y a juste à regarder les cours de bourse, encore une fois. Les cours de bourse des 3 entreprises que vous citez sont quasiment au plus haut. Alors bien sûr c'est de la technologie, donc bien sûr on peut avoir des craintes. Moi j'ai l'impression, et d'ailleurs c'est partagé au sein de Myria AM par toute l'équipe, c'est que ça a véritablement testé les barrières à l'entrée pour ces sociétés. Alors peut-être moins pour Tesla, mais qui est plus un phénomène de luxe, on va dire, c'est de la voiture, mais c'est aussi beaucoup de luxe, ou une image en tout cas. Mais si on regarde Facebook et Amazon, les cours sont revenus au plus haut, la valeur des entreprises est au plus haut, et ça teste les barrières à l'entrée. C'est que finalement, qui peut détrôner Facebook à l'heure actuelle? Pas grand monde. Et donc même si on a une remise en cause et une explication au Congrès américain et chez les Européens donc de Mark Zuckerberg, on voit bien suite aux résultats annoncés par Facebook que les utilisateurs sont en croissance régulière, que la publicité explose sur Facebook et que c'est véritablement un acteur mondial sous format, on va dire, monopolistique, et c'est véritablement une très très grosse barrière à l'entrée qui vient d'être testée.
Donc, ça veut dire que les valeurs technologiques, ou du moins Facebook aujourd'hui, sont des valeurs moins risquées que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois? En tout cas, c'est des valeurs de monopole. Donc le plus gros risque, c'est un démantèlement, comme on en a connu au siècle dernier sur AT&T aux États-Unis. Donc on pourrait avoir un phénomène antitrust qui démantèle les sociétés comme Google ou comme Facebook. Mais à l'heure actuelle, on voit très nettement que ce sont des acteurs incontournables et qui peuvent difficilement être détrônés sur leur marché. Et qui du coup réussissent à garder la confiance des investisseurs, même si la régulation peut venir altérer un petit peu leur activité. Oui, bien sûr, mais de toute façon, la régulation, on est bien placé pour le savoir dans l'asset management, c'est normal et tout le monde s'adapte. Alors on va parler maintenant un petit peu des taux. On commence par la Fed qui a remonté ses taux effectivement il y a un mois maintenant, plus 0,25%. Ça n'a pas eu un impact délirant sur les marchés. Pourquoi? Parce que tout le monde s'y attendait? Alors tout le monde s'y attendait et là la grosse incertitude sur la Réserve fédérale, c'est est-ce qu'elle va monter encore 3 fois ou 2 fois. Donc là le marché hésite pour savoir si c'est 2 ou 3 fois. Là encore c'est la force de la Réserve fédérale, c'est que ce qu'on appelle la forward guidance ancre parfaitement les anticipations des investisseurs et on n'a aucun effet de surprise sur le marché. Et tout le monde, enfin en tout cas les investisseurs ont en tête ce qui s'était passé en 94 où la Fed, c'est la dernière fois qu'elle a surpris les marchés, ce qui a provoqué un krach obligataire mondial. Là, à l'heure actuelle, on a vraiment un ancrage des anticipations qui est extrêmement fort. On a changé de président de la Réserve fédérale, mais finalement il s'inscrit dans une continuité Ben Bernanke et Janet Yellen, et on a une continuité du pouvoir et une continuité de cette visibilité sur la politique monétaire qui est véritablement impressionnante. Donc effectivement aucun impact, et c'est bien là l'enjeu de la Réserve fédérale, c'est surtout ne pas provoquer de drame sur les marchés financiers qui remettra en cause l'effet richesse des Américains suite à la hausse des marchés boursiers. Donc elle avance prudemment, surtout pas ne rien changer, mais changer tout doucement pour ne pas brusquer. Même stratégie du côté de la BCE qui, elle, effectivement, a clairement déclaré qu'elle ne changeait pas jusqu'à la fin de l'année. Voilà, d'autant plus qu'elle a 5 ans de retard sur la Réserve fédérale. Donc c'est vrai que nous, on n'a pas véritablement les mêmes métriques économiques que les Américains. On a effectivement une croissance qui retrouvée après, on peut le dire, notre décennie perdue à la japonaise. On a enfin un chômage qui se réduit et qui se réduit de plus en plus. Mais on n'a strictement aucune inflation. On a quand même des gros enjeux et on le voit sur les résultats des élections. On voit bien que là, ce qui se passe en Italie, c'est pas une bonne nouvelle pour la politique européenne et l'adhésion des peuples européens au projet européen. Donc on n'a véritablement pas les mêmes dynamiques, notamment sociales, et la Banque centrale européenne voit bien que malgré une croissance qui a au-dessus légèrement enfin de son potentiel, on a quand même un véritable problème d'ancrage des anticipations d'inflation sur la cible des légèrement en dessous mais proche des 2%. Donc on a une croissance, mais on a quand même donc des incertitudes, et même au-delà de l'inflation, des incertitudes géopolitiques, et on parle de l'Italie effectivement, qui font que pour l'instant on marche encore un peu sur des œufs en Europe. Alors moi je dirais que c'est plus une incertitude sociale, c'est que hormis le résultat de l'élection française, on voit que les élections se passe quand même très très mal depuis un certain nombre d'années, mais on a eu le Brexit récemment, en 2016, on a eu les élections allemandes où on a quand même la première puissance européenne qui ne trouve pas de gouvernement pendant 4 à 6 mois, et on a finalement, on s'achemine vers une sorte de coalition baroque en Italie. Qui n'est pas faite encore, mais... Voilà, entre... Est-ce véritablement l'extrême gauche, on ne sait pas très bien, et l'extrême droite, proche de Berlusconi, qui finalement se rapproche des populistes du mouvement 5 étoiles, et on voit mal ce que ça peut donner. Donc on a eu hier une crainte sur les marchés, puisque les taux italiens se sont mis à dérailler hier après-midi, suite à une annonce comme quoi la prochaine coalition avait travaillé sur un effacement de 250 milliards de dettes par la BCE. Ce qui semble, enfin, au-delà du ridicule achevé, un vrai risque sur la gouvernance de l'Italie. C'est-à-dire qu'on peut difficilement croire qu'on va frapper à la porte de la Banque centrale et dire « Ah, au fait, vous avez acheté des bons du Trésor italien, il faudrait les annuler », sachant que la BCE ne peut pas faire de pertes et que ça sera duré immédiatement par 250 milliards de pertes. Donc,
là, on a quand même un phénomène d'adhésion à l'Europe qui est assez, moi ça interroge, on va dire. Donc la BCE, je pense qu'elle est assez préoccupée par le fait de remonter les anticipations d'inflation et surtout d'essayer autant que faire se peut de réduire le chômage, qui est un mal dont on souffre depuis 10 ans. Parce que donc on soulève du coup un problème social. Est-ce que, alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais on peut faire un parallèle entre l'Italie aujourd'hui et la Grèce il y a quelques années sur cette difficulté à trouver un gouvernement et alors c'est une rumeur pour l'instant, mais de potentiellement vouloir faire effacer une partie de sa dette. On voit que finalement Syriza est un vrai parti de gouvernement et on a une véritable adhésion des Grecs, non seulement au projet européen, mais en plus à son gouvernement. Donc là, ils ont fait véritablement ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, on a toujours des pics d'incertitude sur la Grèce, mais là, personne ne veut les laisser tomber. Je pense que l'Italie, de toute façon, reviendra à la raison, où tout le monde les fera revenir à la raison. Parce que l'Europe est forte, et est-ce que l'euro, du coup, lui, est resté fort, Pierre? Alors, effectivement, là, c'est le plus grand. C'est d'ailleurs, contrairement à ce que j'avais dit dans la précédente vision des marchés, c'est vrai qu'on a eu un regain de force du dollar. Alors là, qui est a priori dû à la dichotomie entre une normalisation des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine et un discours qui a été finalement très très accommodant lors des 2 dernières conférences de presse de Mario Draghi par la Banque Centrale Européenne. Donc on a finalement une divergence à nouveau des politiques monétaires, en tout cas de l'ambiance des politiques monétaires, qui a fait remonter le dollar. Alors pour combien de temps on verra, mais c'est vrai qu'on voit bien que ce jeu euro-dollar c'est complexe. Nous, ce qui nous semble le plus important sur cette remontée du dollar, c'est qu'effectivement, on le voit, ça a donné finalement un petit coup de massue sur les marchés émergents. Donc les actions émergentes se comportent assez mal, les devises émergentes se comportent assez mal, et tout ça est lié avec la remontée du taux à 10 ans américain au-dessus des 3%. Et alors, je rappelle rapidement également que le baril de pétrole, lui aussi, tire son épingle du jeu, puisque le baril de Brent hier était juste en dessous des $80. On va parler maintenant rapidement, en 1 minute, de votre stratégie, Myriam, dans ce contexte, sur ces marchés financiers. Qu'est-ce que vous allez faire du coup dans les prochaines semaines? Alors donc les taux américains à 3% donc, mettent une pression sur les pays émergents, et donc finalement l'attrait des taux américains qui sont AA+, est-ce qu'on a besoin de prendre du risque de crédit émergent pour avoir un rendement finalement légèrement supérieur? C'est pour ça que ça se comporte assez mal. Donc nous, on a plutôt réduit les émergents. On est toujours extrêmement favorable aux actifs risqués, notamment actions. On a vu que la baisse des marchés actions avait permis de remettre les price earning ratio à des niveaux qui sont finalement assez comparables à leur niveau historique. Donc on est très favorable aux actifs risqués et aux actifs logés dans les pays plutôt occidentaux qu'émergents. Merci beaucoup Pierre Bismuth, et je rappelle donc que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.